Noc, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en sciences économiques à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, député au Parlement européen de 2009 à 2014, et puis vous êtes membre du bureau national du PS, et surtout vous sortez dans quelques jours, mercredi en librairie, avec Philippe Marlière, un livre qui s'appelle « La gauche ne doit pas mourir », avec en sous-titre « Le manifeste des socialistes affligés », le club que vous créez également. Il nous a semblé tout indiqué de vous inviter donc pour commenter ce reportage qu'on vient d'écouter. Dans ce reportage, on sent des militants, des sympathisants qui se sentent en quelque sorte trahis. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Est-ce que vous vous sentez trahi? Avec ces militants-là, nous sommes affligés. C'est plutôt le mot. Trahis, disons que le ver était sans doute dans le fruit depuis un certain temps. C'est un débat qui ne date pas d'hier. Certains dans le parti voulaient depuis un petit moment lui faire assumer ce virage à droite, et Manuel Valls notamment. Mais ce virage n'a jamais été acté dans les débats du parti. Le drame, c'est qu'il nous a été imposé par le chef de l'exécutif, s'appuyant sur ce que Mitterrand appelait le coup d'État permanent que les institutions de la Ve République lui permet d'opérer. Et là, on a vraiment un putsch idéologique qui s'est fait, sans débat à gauche, et sans débat en particulier au Parti Socialiste. D'où le désarroi des militants. Alors, les électeurs, je vous en parle même pas, parce qu'ils sont pas évidemment au jus de nos débats internes, mais quand ils écoutent le discours du Bourget, et quand ils voient ce qui se fait là, il y a de quoi se taper le cul par terre, parce que c'est très simple ce qui se passe, c'est une histoire de partage du gâteau, hein. On met 40 milliards pour les profits, on gèle les salaires, et on réduit les dépenses publiques qui profitent avant tout aux ménages les plus modestes et aux classes moyennes. En même temps, vous le dites, c'est pas vraiment une nouveauté. Campagne à gauche, virage à droite, c'est des choses qu'on a déjà connues avec de précédents gouvernements socialistes. Il y a quelque chose de radicalement nouveau pour vous dans ce qui se passe là? Oui, il y a le fait que c'est assumé au grand jour. Avant, il faisait semblant d'être de gauche. Quand je dis il, c'est l'aile droite du parti qui est majoritaire dans le Parti Socialiste, qui verrouille le parti et qui influence fortement les candidatures, notamment aux élections majeures. Donc on faisait un peu semblant d'être de gauche, et puis après la teneur dominante depuis 83, c'était une teneur plutôt libérale, mais matinée de certaines mesures de gauche, parfois importantes, comme les 35 heures, la CMU, les emplois jeunes. Bon, ça c'était sous Jospin. Mais en même temps, ils font les privatisations, ils font les baisses d'impôts, etc., etc. Mais là, Hollande a voulu assumer au grand jour, au lendemain même de son élection, le virage social-libéral. C'est ça qui est nouveau. Et le gros problème, c'est que ça n'a pas été débattu, et qu'il n'y a pas de base électorale pour la gauche pour appliquer cette politique-là, qui par ailleurs est absolument inefficace. Ce virage, alors vous êtes économiste, professeur d'économie, ce virage il est justifié par des contraintes qu'on dit extérieures souvent. Vous les contestez, ces contraintes? Il y a quand même les contraintes européennes, les contraintes de la compétition mondiale, des marchés, et elles sont réelles. Alors, dans ce que disent les témoignages des militants, on a l'impression qu'il y a un diktat de la Commission européenne et de l'Europe. En réalité, cette Europe-là, c'est une Europe intergouvernementale. Ça reste une Europe des États. Si c'était une Europe fédérale, ça se saurait. Ce n'est pas une Europe fédérale. C'est pas les États-Unis d'Amérique. C'est les États qui décident, et en premier lieu, la France et l'Allemagne. Et François Hollande avait la légitimité démocratique en 2012 pour relancer le débat européen, pour revenir sur le pacte de stabilité et appliquer une politique de gauche. Il l'a pas fait. Il a appliqué le traité budgétaire voulu par Madame Merkel. Il a appliqué la politique de l'offre, qui est la décalcomanie de ce que fait l'Allemagne depuis quelques années. Et donc, on nous fait croire que c'est Bruxelles, or qu'en fait, la Commission est littéralement à la botte des États. Enfin, c'est l'impression qu'on a quand on a fréquenté un peu les institutions européennes. Et donc, le vrai débat, c'est qu'il y a un choix de la France, il y a un choix de l'exécutif pour cette politique.
On entend un militant dans le reportage dire mon gouvernement n'est pas très socialiste, mais on a l'impression qu'au fond, plus grand monde sait ce que c'est être socialiste aujourd'hui. C'est quoi être socialiste aujourd'hui? Est-ce qu'on a perdu un peu la boussole à ce niveau-là? Ah, si, on sait très bien ce que c'est qu'être socialiste. Être socialiste, c'est essayer de contrôler un peu la production et la répartition des richesses. Et donc, on sait comment faire. On dispose des instruments de politique économique traditionnelle que sont le budget qui permet à l'État d'intervenir, de redistribuer et même d'intervenir dans le capital des entreprises stratégiques quand il le faut. Donc ça, on savait très bien le faire et on sait encore le faire. Sur les questions de société, on sait ce que c'est que d'être progressiste. Le mariage pour tous, l'intégration des immigrés, sur la transition écologique, on sait exactement ce que c'est qu'être progressiste. On sait aujourd'hui dialoguer avec nos amis écologistes sur la sortie du nucléaire et la mise en œuvre progressive des énergies renouvelables. Donc tout ça fait un programme progressiste dans lequel des roses, des verts et même des rouges se retrouveraient assez facilement. Et d'ailleurs, il y avait une majorité pour appliquer cette politique à l'Assemblée nationale. Et le gros problème, c'est que cette majorité-là est muselée parce que le choix de l'exécutif s'impose à son propre camp. Et nos parlementaires eux-mêmes, alors j'entendais tout à l'heure les élus de terrain, mais c'est pas seulement les élus de terrain qu'on n'écoute pas, c'est les parlementaires à l'échelle nationale, mais aussi les parlementaires européens. On les écoute pas parce que c'est les choix d'un seul homme, de deux hommes qui priment aujourd'hui et que la Ve République permet d'imposer au peuple en entier. Alors vous dites le débat il est verrouillé, mais il a quand même lieu au sein du PS. Est-ce que vous pensez par exemple que les états généraux qui ont été lancés là, que le congrès qui pourrait avoir lieu dans l'année qui vient, vont pouvoir changer quelque chose? Oh, attendez, là je vais mettre les pieds dans le plat. Les états généraux ont été faits pour fermer le débat. Quand vous voyez comment c'est fait, on nous impose un certain nombre de thèmes au-delà desquels on est jugé hors sujet si on pose par exemple les problèmes de politique économique. Il n'y a pas un seul item sur la politique économique à mener, alors que c'est le débat central aujourd'hui au Parlement. Et on nous impose des débats qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Et tout ça pour pas faire de congrès. Par exemple, les débats qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Ah bah on va saucissonner les débats par thème symbolique, mais il y a rien sur l'économie par exemple. Ça, l'économie, bon, on comprend parce que vous êtes économiste, mais c'est le débat vraiment central pour vous. Bah écoutez, on peut parler de bouc émissaire ou de tout ce qu'on veut, mais enfin, je veux parler de la question de l'immigration qui revient de façon récurrente dans le débat public, mais le problème central, c'est que les gens ne bouclent pas leur fin de mois et ont un problème avec l'emploi, les revenus, le logement. Et ça, c'est le partage du gâteau. Bon, excusez-moi de faire très classique, mais c'est un peu la façon dont les gens vivent qui détermine un petit peu la façon dont ils pensent. Donc si on ne traite pas ces problèmes fondamentaux, je vois pas comment on peut refaire venir les gens aux urnes. Le responsable du Bondi Blog qu'on entend dans le reportage, à un moment dit ouais, les militants socialistes, je les trouve vieux, enfin ceux qui sont dans la salle en tout cas à ce moment-là. C'est qui en fait ces militants aujourd'hui? Parce que effectivement, on a l'impression qu'il y a une certaine coupure aussi là entre ce qu'est la réalité de la base militante aujourd'hui d'un parti comme le Parti socialiste et puis les gens, comme on dit. Les vrais militants sont plus là, ils sont plus au Parti socialiste. Il en reste quelques-uns, évidemment, mais c'est un parti qui est fait essentiellement d'élus et de collaborateurs d'élus. Hein, si vous en trouvez aujourd'hui 50 000, à tout casser, c'est ce qu'on peut avoir comme militant, quoi. Bon, en termes de cartes théoriques, il y en a, dit-on, plus, mais aujourd'hui, les gens qui sont dedans sont avant tout intéressés à avoir une place aux élections. Et puis les autres entendent faire carrière. Bon, ça fait une base très faible pour avoir un débat. Ça fait une base très faible. Alors il y a quelques jeunes à travers le MJS,
Oui, effectivement, c'est très cheveux blancs. Parce que il reste quand même des gens qui sont attachés au Parti socialiste historique et qui resteront jusqu'au bout. Donc ça explique la moyenne d'âge élevée dans certaines sections. Mais les vrais militants entre guillemets normaux qui représenteraient les gens normaux sont plus au PS, quoi, parce que tout comme nos électeurs, ils sont désappointés, ils se demandent à quoi ça sert. Ceci dit, c'est pas forcément un trait particulier du PS. Là, je pense que les militants dans d'autres partis ne sont pas forcément non plus extrêmement jeunes. Les jeunes militent moins et s'intéressent moins à la politique, mais c'est peut-être un des enjeux justement. Est-ce que vous pensez, comme certains le semblent dans ce reportage, que 2017 est déjà perdu pour le Parti socialiste ? S'il n'y a pas de changement de cap, le scénario noir est écrit. Les départementales et les régionales vont très mal se passer. Et on finit à 10% en 2017. Avec à tout casser 40 députés dans la foulée. Donc à ce rythme-là, il n'y a plus de PS dans 3 ans. Et donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment on reconstruit la gauche. Et moi, ce que je pense et ce que j'observe sur le terrain, c'est que il y a de plus en plus de gens de toutes les familles de la gauche, du Front de gauche, des Verts et du PS, qui partagent les mêmes valeurs, qui sont désappointés et qui sentent bien que la recomposition de la gauche se fera avec ces 3 familles, dans un nouveau parti, alors qui s'appelle Parti Socialiste ou Nouveau Parti Socialiste ou autre parti progressiste, j'en sais rien comment ça va s'appeler, mais vraisemblablement ça va bouger parce que on est à la fin d'un cycle qui est le cycle d'Épinay. Alors soit il y a une petite fenêtre dans un hypothétique congrès pour réorienter à gauche le PS et inciter Hollande à changer de politique d'ici 2017, mais bon, ça risque d'être un peu tard, les dégâts seront faits. Et on risque d'être comptable du tournant libéral du Parti socialiste. Et donc si on est emporté, il va falloir faire autre chose. Et pour reconstruire la gauche, il va falloir rediscuter avec tout le monde. Merci, Lee Mwang-gok. Je rappelle donc le titre du livre que vous publiez avec Philippe Marlière, La gauche ne doit pas mourir, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci à vous. C'était